Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. L'interdiction de la fessée bientôt adoptée par le Parlement après un ultime vote du Sénat. Objectif, en finir avec les violences physiques chez l'enfant et promouvoir une parentalité bienveillante. Certains y voient une intrusion dans la vie des familles. Le débat à suivre. Alors que les critiques se multiplient sur l'accord de libre-échange signé entre l'UE et les pays du Mercosur, le gouvernement présentera demain un projet de loi sur le CETA afin de rendre plus transparentes les implications de ces textes controversés. Les explications dans un instant. C'est un peu l'histoire de David contre Goliath. Quant, le moteur de recherche français, tisse petit à petit sa toile, notamment auprès d'administrations soucieuses de garantir le respect de la vie privée, dans un climat de défiance contre les GAFAM et d'inquiétude sur la souveraineté numérique. Nous accueillerons le PDG de Quant, Eric Léandri. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences du Sénat pour les réactions des sénateurs. Et puis Alexandre Poussard, depuis la tribune de l'hémicycle, il suit pour nous les débats parlementaires. Le multiplex, c'est tout de suite. Il ne manque plus que le vote du Sénat pour que la France soit le 55e État à interdire totalement les violences éducatives ordinaires sur les enfants, autrement dit les fessées, mais pas seulement, car il s'agit d'inscrire dans le Code civil que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Alizé Voisin. Une fessée, une tacle, une gifle, des pratiques qui appartiendront bientôt à une autre époque. Le Parlement doit définitivement adopter lors d'un ultime vote au Sénat la proposition de loi contre les violences éducatives ordinaires. Plus concrètement, la loi dite anti-fessée inscrit dans le Code civil que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Le texte mentionne également que les enfants ont le droit à une éducation sans violence. En revanche, pas de nouvelles sanctions pénales pour les parents, celles-ci existent déjà. Pour que l'interdiction soit respectée, la pédagogie est nécessaire pour cette sénatrice. Il y a l'habitude de donner la fessée aux enfants, de faire des corrections aux enfants. Ça fait partie même de la pédagogie. Or, quand nous allons faire adopter ce texte, eh bien, il ne sera plus question d'éduquer de la même manière. Il s'agira pour les parents de changer leurs habitudes, de ne pas donner de fessée, de ne pas gifler. Et puis, il y a toutes les violences psychologiques aussi. Les opposants au texte se font rares. La proposition de loi a fait rapidement consensus entre les deux chambres du Parlement. Il y a quelques mois, nous étions sur le texte de Laurence Rossignol, qui était sensiblement le même que celui de Madame la députée Maude Petit. Donc la réalité, c'est que nous avons doublement débattu sur ce thème. Ce n'est pas un thème qui est anodin. Moi, je pense que c'est un sujet extrêmement important. On est quand même 40 ans après que la Suède ait voté un texte semblable. Nous rejoignons donc les 54 autres pays qui ont déjà un texte similaire. Si elle est actée, l'interdiction formelle permettrait à la France d'être en conformité avec les traités internationaux. Aujourd'hui, 85% des parents français auraient recours aux violences éducatives ordinaires. Et justement, on va prendre tout de suite la direction de l'hémicycle. Nous attend Alexandre Poussard. Bonsoir Alexandre. Alors le texte va être examiné par les sénateurs probablement aux alentours de 18h. On l'a entendu, il faut s'attendre à une adoption conforme à ce qui a été voté en commission. Ça va être une simple formalité, ce débat au Sénat ? Oui Delphine, on peut penser que ce texte va être très bien accueilli par les sénateurs, tout d'abord par la gauche du Sénat, car il y a eu effectivement il y a 3 mois une proposition de loi quasiment identique déposée par la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. Et pour les sénateurs de gauche, inscrire dans le Code civil ce principe d'une éducation non violente permet de transformer la société et de faire évoluer les comportements. La majorité de droite et du centre ici au Sénat devrait également être en faveur de cette proposition de loi, mais avec des arguments qui diffèrent quelque peu. Pour les sénateurs de droite, il s'agit de répéter que ce texte n'interdit pas précisément la fessée, mais qu'il est censé inspirer l'éducation et l'exercice de l'autorité parentale. Et à droite, on insiste beaucoup sur cette notion d'autorité parentale qu'il s'agit de conserver. Il y aura néanmoins quelques sénateurs de droite réfractaires pour qui il est inutile de légiférer sur ce sujet, tout simplement parce qu'il y a déjà des sanctions pénales contre les violences physiques contre
ces enfants, qui peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et puis ces sénateurs trouvent que ce texte est un peu flou. Ils se demandent si une petite tape sur les mains est concernée par ce texte ou le simple fait d'envoyer au coin son enfant qui a fait une bêtise. Ces sénateurs réfractaires trouvent que c'est un texte symbolique de communication qui ne va pas changer les comportements. Mais malgré ces irréductibles réfractaires, le Sénat devrait adopter cette proposition de loi contre les violences éducatives ordinaires. Merci beaucoup Alexandre pour vos précisions. Et pour en savoir plus, on rejoint Tam Tra Nui en direct de la salle des conférences avec la sénateur LR de l'Aisne, Pascale Gruny. Oui, Pascale Gruny, que pensez-vous de cette proposition de loi qui va être débattue tout à l'heure, qui a fait consensus en commission? Est-ce qu'elle est adaptée pour vous aujourd'hui pour aller à l'encontre des violences éducatives ordinaires? Alors non, moi je trouve que, si vous voulez, c'est très réducteur par rapport au vrai sujet de la maltraitance faite aux enfants et même dans le prolongement des femmes battues. Donc, ce n'est pas la même chose, hein, cependant, et c'est tout à fait admis. Bien sûr, mais moi je trouve que là, finalement, pour la plupart des Français, on va penser à la fessée qui corrige ou qui plutôt, des fois, empêche plutôt un enfant, par exemple, de se brûler. Vous allez lui mettre une fessée pour qu'il comprenne que c'est grave. Alors qu'à côté, finalement, le vrai sujet, c'est la maltraitance faite aux enfants, qui peut être physique, mais aussi psychologique. Et donc là, le sujet va être vraiment, je dirais, une épée dans l'eau. Voilà. Vous jugez, vous, qu'il peut y avoir des bonnes fessées, des fessées éducatives ou inoffensives? Alors, je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas forcément favorable, mais je ne peux pas dire que j'en ai jamais donné à mes enfants, mais plutôt par rapport effectivement à un danger en fait imminent, et puis des fois aussi parce qu'ils n'écoutent pas. Donc c'est un vrai sujet. Moi, je vais vous dire, dans la vie, moi j'ai de l'expérience en entreprise, et moi je dis qu'il faut faire très attention parce qu'aujourd'hui on a plutôt un peu la politique de l'enfant roi, à qui on laisse tout faire, et finalement les fessées ou les claques, ils se les prennent en arrivant en entreprise et elles sont psychologiques, parce que souvent ce qui manque c'est le savoir-être. Alors donc je pense qu'il faut éduquer les enfants et il faut plutôt aider les parents à justement les éduquer, parce que des fois c'est aussi un sujet de les accompagner. La parentalité, ça s'apprend nulle part. On vous sent très critique envers ce texte. Est-ce que pour autant vous allez tout de même le voter? Je rappelle qu'il a fait largement consensus en commission et qu'on attend une adoption certainement à l'unanimité, plus ou moins. Oui, bien sûr, on va le voter, parce que de toute façon, comme je vous dis, ça ne changera rien, ça n'amène de rien, parce qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de pénalité. Oui, donc il n'y a pas de sanction pénale et que c'est avant tout un texte symbolique pour vous? Oui, tout à fait. Alors en plus, on va le lire au moment du mariage. Et vous savez, je me souviens, il y avait l'article 220 du Code civil qui était lu sur la solidarité des dettes, qui a été enlevé ensuite, parce que de toute façon, les mariés, vous savez, ils pensent vraiment à autre chose que d'entendre ce genre d'article. Mais tout de même, Pascale Gruny, quand on voit que 85% des parents français disent déjà avoir eu recours à la fessée, quand on voit qu'on est seulement le 55e pays qui interdit ces violences éducatives ordinaires, est-ce qu'on n'est pas en retard tout de même sur ce sujet, sur cette prévention de ce type de violence quotidienne? Moi, c'est surtout que je ne fais pas la promotion de la fessée pour les enfants, ça c'est certain. Donc qu'on soit effectivement, qu'on ait un texte comme ça, mais c'est surtout les faits. Enfin, moi, je veux dire, on a plein de lois et finalement, ça ne sert à rien. Donc, il faut être pragmatique. D'ailleurs, on attendra les décrets d'application. En plus, on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. En plus, mais je pense qu'il faut plutôt aider à la parentalité. Les collectivités territoriales, elles s'emparent souvent de ce sujet. Je pense que, d'ailleurs, dans le deuxième article, il y a une étude qui sera faite justement pour ça. Je pense que c'est là où il faut suivre, mais il faut plutôt apprendre, parce qu'un enfant, ça s'éduque, et que les parents sont souvent en difficulté, et qu'en revanche, nous, on doit absolument empêcher la maltraitance des enfants, la vraie maltraitance. Eh bien, merci beaucoup Pascale Gruny d'avoir répondu à mes questions sur cette proposition de loi qui n'est donc pas si consensuelle que cela, Delphine. Merci beaucoup Tam, et on en débattra à la fin de cette édition. L'Europe toujours dans l'impasse, les 28 ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur l'attribution de ce qu'on appelle les top jobs, des atermoiements qui relancent les interrogations sur la capacité des membres de l'Union européenne à s'entendre et à faire émerger des consensus. Sandra Cerquera. Les discussions ont repris et cette fois les dirigeants européens veulent transformer l'essai. Mais il leur faudra jouer groupé. Nous allons travailler avec une nouvelle créativité et je pense que tout le monde doit comprendre qu'il faut bouger un peu. Et je dis tout le monde. Le candidat social-démocrate à la Commission, le néerlandais Frans Timmermans,
présenté par Paris, Madrid et Berlin, fait office de repoussoir pour les pays de l'Est. Car il pourfend les atteintes à l'état de droit en Bulgarie et à Varsovie. Au sein même de la famille politique d'Angela Merkel, une véritable fronde est organisée contre lui et par ricochet contre la chancelière. Vous ne pouvez pas rejeter une personne parce qu'elle a défendu les traités, les principes et les valeurs européennes que nous défendons. Il faudra aussi trouver 3 noms pour les autres postes de haut niveau, dans le respect des équilibres politiques, géographiques et de la parité homme-femme. Les postes clés sont liés les uns aux autres. Cet équilibre, il peut être construit entre le Conseil et le Parlement, comme beaucoup de décisions. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de codécision. Tous deux sont légitimes, les représentants des gouvernements et les représentants directement élus. Donc je forme le vœu que le Conseil de ce soir soit conclusif. Ce matin, Emmanuel Macron a vu en bilatéral les dirigeants du Sud, du Benelux et Angela Merkel en tête-à-tête. Le couple franco-allemand serait prêt à s'entendre sur un autre nom pour sortir de l'impasse, la ministre allemande de la Défense, Ursula von der Leyen. L'Europe dans l'impasse, on va tout de suite poser la question à Jean Bizet, c'est le président de la Commission des Affaires européennes. Ici au Sénat, il est avec vous, Tam Tranui. Bizet, rien n'est certain pour l'instant, mais il y a des bruits de couloir. On parle de certaines hypothèses. Ursula von der Leyen, qui est l'actuelle ministre allemande de la Défense, membre du PPE, qui pourrait devenir présidente de la Commission européenne. Qu'en pensez-vous? Ou encore la candidature de Christine Lagarde pour la BCE. Que pensez-vous de ces signaux? Écoutez, vous venez de me préciser 2 femmes d'une extrême qualité. Qui sont en plus de sensibilité du PPE. Donc, si c'est l'hypothèse qui ensuite devient réalité, pourquoi pas? Et cela vous réjouirait? Ce serait des bonnes candidatures pour vous? Oui, ça me réjouirait, mais si vous voulez, moi j'ai toujours en arrière-pensée quand même que nous avions un candidat en la personne de Michel Barnier, qui à certains moments avait la faveur, d'une majorité des pays, d'autres moments moins, mais il était pour moi le candidat idéal qui pouvait permettre de réunifier l'ensemble des familles politiques, à savoir le groupe PPE, les sociaux-démocrates, les libéraux et les Verts, si vous voulez. Donc voilà, donc attendons. Regret donc pour Michel Barnier, tout de même. Un regret pour Michel Barnier, mais les jeux ne sont pas faits. Qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie hier d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui est en pleine situation de blocage, hier a dénoncé des réunions trop longues qui ne servent à rien, une Europe qui n'est pas crédible, qui n'est pas sérieuse? Il a, à mon avis, raison sur le fond. Mais il a tort, et grandement tort, sur la forme. Sur la façon dont il l'a exprimé hier. Oui, pour la bonne raison, c'est que l'Europe, c'est aussi le respect de son interlocuteur. Et la courtoisie et l'élégance, parce qu'encore une fois, nous sommes à 28-27, si vous voulez. Donc, je regrette un petit peu tout cela. Et nous sommes, si je puis dire, dans la démonstration que le couple franco-allemand, le moteur franco-allemand ne fonctionne pas bien. Et cela depuis longtemps, et on le voit aujourd'hui. Il n'est plus aussi fort qu'auparavant dans l'Union européenne. Il n'est plus aussi fort, parce que les pays du groupe de l'Est, on voit le rôle maintenant des groupes de Visegrad, a pris toute sa dimension. On ne peut que s'en réjouir d'un côté, mais voir la complexité ensuite de l'exercice dans un autre domaine. Voilà. Et oui, rappelons qu'effectivement, hier, il y a une fracture qui s'est dessinée entre l'Europe de l'Est, l'Europe du Centre, ce groupe de Visegrad, et d'autre part le couple franco-allemand, autour de la candidature du néerlandais Frans Timmermans. C'est vrai que c'est compliqué, puis ça montre qu'il y a quand même une fracture et une Europe à 2 vitesses aujourd'hui. Une Europe à deux approches, si vous voulez. Frans Timmermans, je le côtoie régulièrement dans les COSAC, donc les conférences spécialisées aux affaires communautaires. C'est un garçon de grande qualité, polyglotte, mais qui n'a pas vis-à-vis des parlementaires spécialement, une très bonne cote, pour la bonne raison, c'est qu'il est assez autoritaire, assez brutal. Et Donc vous trouviez-vous que ce n'était pas une bonne candidature? Ce n'était pas pour moi une bonne candidature. En plus, il vient d'un parti qui n'était pas le parti qui avait gagné précisément ces élections. Alors je veux bien qu'on ne soit pas d'accord sur le concept du Spitzenkandidat, mais il faudrait quand même choisir parmi le groupe qui a fait le plus de voix. Ensuite, M. Timmermans, si vous voulez, a fustigé les groupes, les parlements, plus exactement les pays du groupe de Visegrad. C'est vrai qu'au niveau de l'état de droit, il y aurait quelques corrections à faire. L'article 7, précisément, sans rentrer dans le détail, est là pour ça. Les fustiger, les montrer du doigt, non, ça ne convient pas. C'est pas comme ça que l'Europe doit fonctionner au grand jour.
Bien, merci beaucoup Jean Bisset d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, merci. Merci Tam pour cette nouvelle réaction. Et on va retrouver Marie Brémaud, c'est notre envoyée spéciale à Strasbourg avec Samia Dechir. C'était donc aujourd'hui la première session pour les eurodéputés avec cette image, Marie, celle des parlementaires britanniques qui sont dans une situation un peu particulière en attendant la ratification de l'accord sur le Brexit. Oui, c'est l'image du jour ici à Strasbourg, c'est celle de ces 29 députés britanniques qui ont ostensiblement tourné le dos au Parlement lors de l'hymne européen. Une attitude condamnée notamment par la députée libérale européenne nouvellement élue, Nathalie Loiseau. On l'écoute. C'est très choquant. D'abord, on n'est pas au cirque. Et puis ensuite, ils se sont fait élire au Parlement européen. Donc c'est un manque de respect pour la construction européenne. L'Union européenne, c'est un endroit dont on est libre de sortir. Les Britanniques ont voté pour le Brexit. L'Union européenne a respecté ce choix et fait tout pour le mettre en œuvre. Mais là, c'est véritablement une marque de défiance, une marque de mépris. Et de toute façon, on aura besoin d'une relation forte avec le Royaume-Uni après. Je trouve ça très choquant. C'est choquant, un avis partagé également par les députés britanniques qui, eux, veulent rester dans l'Union européenne. Ils étaient 16 ce matin à arborer un t-shirt Stop Brexit. L'un d'eux nous disait combien il avait été choqué par l'attitude des autres députés britanniques, eux, pro-Brexit, que cela ne représentait pas l'état d'esprit de son pays. On le voit bien ici, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne continue à faire débat et à déchaîner les passions. J'imagine, Marie, que tous les regards sont également tournés vers Bruxelles dans l'attente de l'attribution de ce qu'on appelle les top jobs. Oui, car nous sommes bien à Strasbourg et vous l'avez dit, la session parlementaire a officiellement démarré, mais tout le monde ne parle que de ce qui se passe à Bruxelles, à savoir les négociations des 28 États membres autour de la nomination de la présidence de la Commission européenne. Il faut respecter l'équilibre politique sorti des urnes, ne cesse de marteler ici le PPE, le parti majoritaire dont est issue Nadine Morano. On l'écoute. Le groupe PPE du Parti populaire européen, pour vos téléspectateurs, qui est le premier parti de l'Union européenne, fait bloc pour dire que nous ne céderons pas à un compromis qui voudrait lâcher la présidence de la Commission européenne. Pourquoi ? Parce que les urnes ont parlé. Ça a été toute cette volonté du traité de Lisbonne, c'est-à-dire qu'il faut respecter le choix démocratique des citoyens européens. Vous le voyez, vous l'avez entendu, le PPE n'est pas prêt à se laisser faire. En tout cas, si les 28 États membres ne se mettent pas d'accord d'ici demain, les parlementaires européens éliront demain leur nouveau président du Parlement. Et dans la foulée, ils pourraient émettre leurs propres propositions pour les autres postes clés. Merci beaucoup Marie pour toutes vos explications. Je vous le disais en titre, après des années d'attente, l'Union européenne a trouvé un accord avec les pays du Mercosur. Pour autant, il est encore loin d'être appliqué. Il faut d'abord l'approbation des États membres, puis le vote par le Parlement européen et par les 28 parlements nationaux. En Amérique du Sud aussi, 4 pays doivent le ratifier. Quentin Calmi. Au total, plus d'une dizaine de traités de libre-échange sont en cours de négociation ou de ratification par l'Union européenne. Depuis vendredi dernier, celui entre le Mercosur et l'UE fait couler beaucoup d'encre. Il devrait permettre à l'Europe d'exporter davantage de voitures, de produits pharmaceutiques ou chimiques. A l'inverse, Brésil, Paraguay, Uruguay et Argentine vont bénéficier de tarifs avantageux pour exporter vers l'UE leur sucre, leur éthanol, leur volaille ou encore leur bœuf. Un traité qui rappelle la polémique sur le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Il a fait l'objet d'une signature il y a 2 ans et il est déjà entré en vigueur partiellement, mais sans avoir été approuvé par le Parlement français. Une situation que dénoncent certains sénateurs. C'est un déni démocratique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un hold-up même démocratique. On nous avait dit il va rentrer en application de façon provisoire pendant 1 an et pendant 1 an, vous devez ratifier les parlements nationaux. Ça fait 2 ans. 2 ans que l'accord, le CETA, s'applique, c'est-à-dire entre l'Union européenne et le Canada. Je rappelle qu'on importe des hydrocarbures bitumineux, ce qu'on interdit ici. On est en train d'exploser l'importation, notamment d'hydrocarbures bitumineux, et on n'a jamais eu le débat.
Un débat prévu en juillet à l'Assemblée nationale et à la rentrée au Sénat. À la représentation française de la Commission européenne, on rejette les accusations de hold-up. Ça, c'est quelque chose qui appartient entièrement aux pouvoirs publics nationaux et la Commission n'a strictement rien à dire là-dedans. Il y a 43 parlements nationaux ou régionaux qui doivent s'exprimer dans le cadre de la ratification du CETA. Pourquoi est-ce que, entre-temps, une bonne partie de l'accord, pas tout l'accord du CETA, est appliqué de manière provisoire? C'est parce que sur le plan juridique, il y a une compétence européenne en matière de commerce. La représentation française de la Commission qui rejette également les critiques sur l'absence de transparence autour de ces traités de libre-échange. Pour preuve, disent-ils, les grandes lignes de l'accord avec le Mercosur sont publiques depuis hier. Alors pourquoi l'accord avec les pays du Mercosur est-il autant critiqué? Quelle marge de manœuvre pour le gouvernement français? Faut-il plus de transparence et de débat parlementaire sur ces accords de libre-échange? On ouvre le débat dans Sénat 360. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Florence Pinault de Villechenon. Bienvenue à vous. Vous êtes professeure associée à ESCP Europe et directrice du Centre d'études et de recherche sur l'Amérique latine et l'Europe. Également sur ce plateau, Christophe Ventura. Bonjour, bienvenue d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine. Olivier Cadic est également sur ce plateau. Bienvenue à vous. Vous êtes sénateur centriste. Vous représentez les Français établis hors de France. Et puis Frédéric Vial, bienvenue. Vous êtes juriste, membre d'Attaque et auteur du manifeste contre les accords transatlantiques aux éditions Éric Bonnier. Première question pour vous, puisqu'on a vu Florence Pinault de Villechenon. Finalement, les propos de ce sénateur communiste Fabien Gay, il parle de déni démocratique, de hold-up. Il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui autour justement de l'opinion publique. Les parlements nationaux sont-ils suffisamment associés? Est-ce qu'on leur explique suffisamment les enjeux de ces traités? Écoutez, moi j'ai l'impression, j'aurais envie de rappeler que effectivement cet accord est prouvé dans les derniers jours de l'actuelle commission qui va passer la main et qu'en plus il a lieu très peu après des élections européennes qui nous ont quelque part stressé, puisque il y avait des interrogations, où va aller l'Europe, il y a une poussée qu'on salue tous des écologistes. Et donc, je crois que tout le monde... C'est un peu le cas d'empoisonner, justement, écoutez, de la dernière mandature? Oui, c'est quelque chose qu'on a vu, que j'ai vu là sur la presse, à quelques reprises. Moi, j'aurais envie de le regarder en prenant un petit peu de hauteur. Alors, vous me direz, bon, on vit aussi dans le court terme, il y a du court, du moyen, du long. Si je le regardais dans le long terme, j'ai envie de dire, effectivement, il les signait à un moment où on est un peu là. On est un peu fatigué parce qu'on a pris 20 ans de négociations avec des attentes, des atermoiements, des moments, des pics d'enthousiasme, etc. Donc, cette fatigue, on l'a ressentie un petit peu. Il n'y a pas eu que ça dans les médias des deux côtés de l'Atlantique ces derniers jours. Et du coup, cadeau empoisonné, le cadeau empoisonné du président Juncker avant de partir, etc. Je pense que pour répondre à votre première question sur la démocratie, là, il faudra attendre. Le jeu démocratique prévoit bien, c'est un des bienfaits du traité de Lisbonne, que le Parlement et les parlements sont très associés, donc le citoyen européen pourra se prononcer. Ouais, vous êtes d'accord, ils sont très associés, les citoyens européens. Frédéric Vial, justement, quand on découvre, parce qu'on a l'impression parfois de découvrir le contenu, même si on ne connaît pas tout à fait encore l'intégralité de ces accords. Les citoyens européens ne sont absolument pas associés à ce genre de choses, puisque même le mandat de négociation, depuis 20 ans qu'il y a eu des négociations, on ne l'a jamais eu. Et il n'est même pas certain d'ailleurs qu'il y ait un débat parlementaire national, puisque cela relevant de la compétence exclusive de l'Union européenne concernant le commerce, il n'est pas certain que tous les aspects de cet accord soient mis en débat au niveau du Parlement national. Bon, quoi qu'il en soit, même s'il devait y avoir un débat au Parlement national, les choses sont totalement bouclées. Et puisque Madame parlait de cadeaux empoisonnés, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que la commission qui s'en va a attendu l'après-élection. C'est hyper classique en réalité. D'abord, il y a des élections. Toutes les forces politiques eurobéates nous disent l'Union européenne va faire ceci, l'Union européenne va faire cela, l'Union européenne va nous préserver de la mondialisation marchande. Les élections arrivent et crac, derrière arrive une déferlante, parce que c'est une déferlante qui se passe. C'est pas seulement le Mercosur, il y a aussi le Vietnam, il y en a aussi une dizaine d'autres, ça a été dit dans votre petit papier, qui arrivent. Donc à chaque fois... Et après, on s'étonne qu'il y ait une véritable détestation de cette façon de procéder. C'est normal. Ouais. Olivier Cadic, en tant que parlementaire, est-ce que vous en sentez associé ou est-ce qu'au contraire, le débat parlementaire est complètement cadenassé, il n'y a plus de marge de manœuvre une fois que ces accords de libre-échange ont été conclus? Chacun est dans son rôle. Et on attend de la Commission, justement, qu'elle fasse
et qu'elles produisent ce que l'on a vu là avec cet accord. Mais on parle d'élections qui vient de se passer, mais en février, on a démarré l'accord avec le Japon. Ça veut dire quoi l'accord avec le Japon? Début février, ça a démarré. À la fin du premier trimestre, la France passait devant le Chili en termes de vente de vin au Japon. Très vite. Ça veut dire que le marché s'ouvrait pour nos produits. Voilà la réalité. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est le premier marché, la première puissance commerciale au monde. Elle est très attaquée. Évidemment, elle se défend aujourd'hui en signant des accords, des traités de libre-échange, et avec le Mercosur, elle sera la première puissance à le faire. Et ça fait 20 ans qu'on attend. Et je pense, à la différence de certains, que la Commission fait très bien son travail, qu'elle a très bien cadré les choses, et que ce sera bon à la fois pour l'Union européenne, la France en est le deuxième bénéficiaire de cet accord, va en être le deuxième bénéficiaire, et ce sera très bon pour le Mercosur, parce que j'ai entendu raconter n'importe quoi, parce que justement, ça va nous permettre d'avoir la main et de pouvoir faire pression pour que certaines contingences écologiques soient respectées. Alors, avant de rentrer dans le détail, justement, de ces traités, on revient quand même sur cette question aussi de méthode et d'association des parlements nationaux. Christophe Ventoura, est-ce que vous pensez qu'il y a justement un problème? Jean-Baptiste Lemoyne le disait, tous ces traités, finalement, sont parfois un peu conclus en catimini. Il faut plus de transparence, à la fois en amont sur les négociations, mais aussi une fois qu'ils ont été adoptés et qu'ils sont soumis à l'approbation des parlementaires. Alors déjà, peut-être préciser pour ce qu'il en est de la partie sud-américaine dans ce processus complexe. En Amérique du Sud... Parce qu'on disait, les 4 pays du Mercosur vont aussi devoir le ratifier. Absolument. Alors en fait, ça marche de la manière suivante. Le Mercosur a mandat pour négocier et signer l'accord, à la différence du mandat de la Commission, puisque le Mercosur, l'accord va devoir être vérifié juridiquement, devenir un vrai test juridique, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Ensuite, il sera signé par les États et ensuite, il sera ratifié par les parlements côté européen. Mercosur, c'est un peu différent. Le Mercosur négocie et signe. Ensuite, l'accord entre en vigueur 30 jours après que le 4e membre du Mercosur ait ratifié l'accord. Donc c'est ça la procédure, qui est une procédure très longue. Jair Bolsonaro, le président brésilien, a indiqué hier, un peu comme tout le monde a regardé dans la boule de cristal, parce qu'en fait personne ne sait bien quand cet accord va rentrer en vigueur. En réalité, il a parlé de 3 ans pour ce qui est du Brésil, pour l'entrée en vigueur, le début d'entrée en vigueur de l'accord. Ça vous paraît un délai raisonnable, 3 ans également pour la France? Écoutez, moi, si j'ai à peu près en tête les accords que l'on a signés auparavant avec des pays d'Amérique latine, qui est une région que je connais un peu mieux que les autres. Quand vous regardez avec le Mexique, qu'on avait signé en 97 pour réagir à l'ALENA de 94, on a mis à peu près 3 ans avant une rentrée en vigueur. Le Chili qui est venu après, à peu près pareil. Alors la Colombie et le Pérou qui ont suivi, et puis on a eu les pays du marché commun centra-américain. On a dû avoir... Je crois que dans le jeu des relations internationales, ça ne me surprend pas, si vous voulez. C'est clair, on a négociation, signature, ratification, entrée en vigueur. On sait que ce n'est pas une histoire de 2 ans, ces trucs-là. Oui, parce que par exemple, si on prend le cas aussi du CETA, on voit que la France n'a pas encore ratifié justement cet accord, et on en subit déjà les conséquences. Est-ce qu'il n'y a pas justement, pour reprendre les propos de Fabien Guay, là, un hold-up démocratique? Alors, Olivier Cadic, ensuite je vous donnerai la parole. Mais non, regardez un petit peu ce qui se passe en ce moment, ne serait-ce que pour désigner le président du Conseil ou le président de la Commission. Donc, vous voyez toutes les discussions qu'il faut pour arriver à prendre une décision. Sur un traité de libre-échange, si on devait avoir tout le monde autour de la table et tenir compte de tout, on n'y arriverait jamais, on signerait plus rien. Donc il faut passer en force, c'est ce que vous dites, Olivier Cadic ? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit en responsabilité, qui ait la compétence de le faire, qu'il aille au bout de son travail, qu'il finalise le cadre, et une fois que c'est fait, alors ça va être transmis. Mais ils n'ont pas fait n'importe quoi. On n'a pas vu n'importe quoi arriver du Canada. Mais par contre, ce qu'on commence à observer, c'est plutôt des signaux positifs. On a vu nos exportations se développer. Ça, on le voit. Des signaux positifs, Christophe Ventoura.
Écoutez, tout ça, c'est l'objet d'une discussion, d'un débat, parce que c'est vrai qu'on peut s'interroger aussi sur d'autres aspects de ces négociations un peu opaques du point de vue des opinions publiques, parce qu'on sait que le poids des lobbies est très fort en amont dans l'élaboration des négociations, des normes. Peut-être il y a un processus démocratique descendant, dans le sens où une fois que c'est négocié, effectivement, il y a des processus de ratification, etc., etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est normal. Au contraire, il faut saluer cet aspect-là. Ça, c'est un renforcement des droits démocratiques. Mais le problème, c'est que c'est en descendant. C'est-à-dire qu'en amont, on pourrait très bien concevoir et exiger même qu'au vu des enjeux qui sont inscrits dans ces traités quand même d'une grande importance, parce que on a vu Nicolas Hulot dire certaines choses dans la presse française sur l'impact du libre-échange en tant que tel, sur, disons, comme méthode de commerce international, etc. Ça, c'est des choses qui mériteraient des discussions publiques pour que, in fine d'ailleurs, les parlementaires dont vous êtes puissent prendre des votes aussi en prenant en compte le point de vue et le pouls des sociétés et des populations qu'ils représentent. Parce que sinon, on reste en même temps dans une forme démocratique, mais qui est une forme quand même assez fermée. Frédéric Vial, on voit que la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a dit pour l'instant Paris n'est pas prêt à ratifier l'accord. Mais est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il peut encore évoluer cet accord? En réalité, on a affaire à un accord de libre-échange. Et il faut voir ce que ça veut dire qu'un accord de libre-échange et pour ce qui est le Mercosur, ce que ça voudra dire en termes d'agriculture. Puisque, en fait, ce qui se passe, et Christophe Ventura vient de parler à l'instant des lobbies, c'est que, comme d'habitude dans ce type d'accord, l'accès au marché pour les entreprises transnationales de services, notamment de services urbains, l'accès au marché public a été mis sur la table et en contrepartie, l'agriculture et notamment l'élevage va être sacrifié par cet accord, comme il va être sacrifié du fait du CETA. C'est-à-dire qu'on est sur une augmentation des importations qui vont attaquer en réalité des filiales qui sont extrêmement fragiles et qui vont faire que, aussi bien sur les termes de production de filiales de viande notamment, il va y avoir vraiment une destruction de filiales, une destruction d'emplois, une destruction de la qualité. Alors Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, s'en défend, il a été interpellé sur ce thème à l'Assemblée nationale, c'était il y a quelques instants. On va le réécouter, je vous ferai réagir après. On écoute le ministre. Je ne serai pas le ministre qui aura sacrifié l'agriculture française sur l'autel d'un accord international. Alors vous pouvez battre des bras, battre des moulinets, faire tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il y a une majorité à l'Union européenne qui a voulu signer un accord. Vous serez ceux qui le ratifieront ou pas. Et je serai vigilant, je vous le dis très franchement, cet accord ne pourra pas être signé si au niveau du bœuf, il y a tant de quotas, on n'a pas de certitude sur la traçabilité, on n'a pas de certitude sur le bien-être animal et sur les antibiotiques. Si c'était ça dans l'accord, alors il ne pourrait pas y avoir d'accord. Ça vous rassure les propos du ministre de l'Agriculture, Frédéric Vial? Ça s'appelle des éléments de communication qui n'ont rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire que forcément, il n'y aura pas de traçabilité puisque l'accord ne le permet pas en réalité. Ce que fait l'accord, c'est simplement, en tous les cas pour le Mercosur, c'est augmenter les quotas d'importation. Après, le ministre peut toujours raconter ce qu'il veut, ce sont des paroles verbales. L'intérêt, c'est ce qu'il y a dans l'accord. De la même manière que pour le CETA, les ministres ont promis beaucoup de choses. Les ministres successifs nous ont dit que ce serait un accord merveilleux, etc. La réalité, c'est qu'on est très très loin du compte. Et de toute façon, le libre-échange, on parlait tout à l'heure de ce que racontait Nicolas Hulot, le libre-échange par lui-même entraîne l'intensification des échanges qui en soi est polluant. Donc à partir de là, on peut bien avoir des ministres qui font des effets de tribune, ça ne changera rien à la réalité. C'est vrai que Florence Pinault de Villechenon, on l'a dit, cet accord, il suscite à la fois les critiques des écologistes, mais aussi des agriculteurs. Est-ce qu'il faut réellement en avoir peur ? Moi, écoutez, je regarde l'accord un peu dans la perspective du professeur de relations internationales que je suis. Et là, ça me fait dire, alors c'est difficile, tous les accords ont leur complexité, il y a de quoi contrarier beaucoup, satisfaire d'autres, il ne faut pas passer à la légère, ce sont toutes des choses très importantes, surtout à un moment où on sent, où le citoyen veut montrer un peu qu'il existe, qu'il est pris en compte. Il ne faut pas négliger tout ça, pas du tout, ce n'est pas ça ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, j'en ferai une lecture, encore une fois, un peu plus
une métalecture qui fait que je pense qu'on est quand même à un moment, on le dit tous, je crois qu'on est tous très conscients, où on a quand même besoin, on s'est situé parmi les défenseurs du multilatéralisme. Bon, alors multilatéralisme veut dire je ne suis pas tout seul, je suis avec vous, je suis avec lui, je suis avec elle. Donc à partir de ce moment-là, il y a des stratégies d'alliance. Et je pense que c'est ça ce qui faisait et qui font peut-être encore une lecture globalement complexe, mais globalement positive de l'accord, ceux qui le saluent, ceux qui en sont heureux quand on regarde dans les médias, et c'est ce que j'ai pu voir un peu dans les médias latino-américains, c'est ceux qui finalement disent enfin, on peut sceller cette stratégie d'alliance, on a beaucoup de choses en commun. On a beaucoup de choses à partager dans un monde. Ils s'en félicitent, les médias, justement, en Amérique latine. Ils sont plutôt gagnants de ces accords. Non, écoutez, moi, ce que j'ai vu, alors j'étais assez sûre. Si, vous avez eu des grands médias qui montraient l'émotion d'un tel, s'embrassant, épuisé par la négociation. Satisfaction après 20 ans, c'est ça? Un peu l'idée de... Enfin, nous pouvons l'annoncer. Et en même temps, effectivement, plutôt dans des secteurs qui sont plus nationalistes, protectionnistes, disant finalement le libre-échange nous a toujours montré que qu'il ne mène pas au développement, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc moi je suis un peu mal à l'aise par rapport à cette deuxième position parce que je pense qu'in fine on est quand même face à des grands géants un peu abrupts à la Donald Trump, un peu sibyllins comme Xi Jinping, etc. On a besoin d'alliances et c'est vrai que là-dessus, quand vous regardez l'Amérique latine sur des tas de domaines et notamment la question de l'accord de Paris, il y a de l'alliance avec l'Europe. Donc je pense que de ce point de vue-là, un accord met beaucoup d'huile dans les rouages, sans taire les... Il y a des gagnants, des perdants. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'Amérique latine qui sort finalement bien victorieuse de cet accord au détriment des pays de l'Europe? Mais non, c'est un accord gagnant-gagnant. L'Union européenne, évidemment, va être très gagnante, puisqu'elle est aujourd'hui la première exportatrice de produits agricoles au monde, que le Mercosur est un marché clé pour l'Union européenne. Quand on regarde nos exportations, on voit que par exemple les produits laitiers, on en a très peu qui s'exportent sur le Mercosur. On sait qu'avec l'ouverture du marché, on va pouvoir exporter plus de produits laitiers. Et on a comme ça toute une liste de produits. On sait qu'on aura des produits à haute valeur ajoutée qui se vendront plus facilement. On sait que nos entreprises pourront avoir accès aux appels d'offres. Est-ce qu'on aura un droit de regard sur les produits importés? C'est aussi une inquiétude. Évidemment, on n'ouvre pas. On a toujours des normes, on a toujours des règles, on a toujours des marques qui sont protégées. Tout c'est prévu. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours un peu de mal à comprendre, déjà, avec des gens souvent parfois qui ne connaissent pas l'activité, l'enjeu commercial, mais qui crient au loup. Je suis vraiment sidéré quand j'entends les écolos qui parlent des éleveurs. Parce que, attendez, le problème, c'est peut-être plutôt le coût de l'élevage, avec le coût en eau. C'est ça, c'est un vrai enjeu pour le futur dont on devrait parler. Là, on entend des défenses soi-disant de lobby, mais je pense que l'Union européenne, c'est justement la bonne taille pour lutter contre les lobbies. Plus votre pays est petit, plus justement, il est soumis à des lobbies. Quand on s'attaque à l'Union européenne, les lobbies nationaux ont beaucoup moins d'impact. Et c'est pour ça que moi, je regrette un peu si le ministre commence à dire « nous, France, on peut bloquer à nous tout seuls », c'est pas comme ça que l'Europe peut se créer et se développer. Et donc, si on est aussi fort aujourd'hui, c'est grâce à l'Union européenne. Il ne faut jamais l'oublier. C'est ça, Ventura. Oui, plusieurs choses, parce qu'on arrive au sujet, à mon avis, les plus vifs, en fait, par rapport à ce que cristallise cet accord, tout du moins. D'abord, du point de vue latino-américain, sud-américain, tout du moins, effectivement, la perspective est un petit peu différente. Là-bas, le débat, c'est un mauvais accord, mais qui dit c'est un mauvais accord? C'est en fait les secteurs industriels locaux, en particulier argentins et brésiliens, qui considèrent que cet accord, en quelque sorte, est asymétrique, parce qu'il maintiendrait les économies sud-américaines dans une forme de spécialisation qui est l'agro-culture, c'est-à-dire l'agro-négoce, l'agriculture de monoculture d'exportation de produits agricoles et de ressources naturelles à faible valeur ajoutée vers le marché européen, quand nous, les Européens, nous aurions gagné effectivement la poule aux œufs d'or avec à la fois la défense de nos AOC, de nos pour près de 400 produits que les économies locales ne pourront pas produire ou imiter, parce que s'ouvrent les marchés sud-américains pour la filière automobile européenne, allemande, française, le luxe,
Enfin, tous les produits industriels à haute valeur technologique, etc. Bon, donc, eux considèrent que la symétrie est là parce qu'elle empêche de développer la souveraineté économique des pays sud-américains. En revanche, les secteurs agricoles, on va dire dominants dans les pays en question, en particulier en Argentine ou au Brésil, exportateurs de soja, de viande, de sucre. Le sucre est une question importante qui va aussi impacter d'ailleurs la Réunion ou les Antilles françaises. Enfin, c'est un des points, à mon avis, pour lequel s'inquiète le ministre. Eh bien, eux, au contraire, sont contents parce qu'on a en fait finalement fait quoi? On a augmenté les quotas d'exportation sud-américaine sur les marchés européens avec des produits qui vont arriver à moindre coût, etc., etc. Bon. Par exemple, 99 000 tonnes pour le bœuf et 180 000 tonnes pour le sucre brut. Hein. Donc ça, c'est concrètement ce qui est en jeu dans l'accord. Donc les débats sont un peu différents. Ensuite, toute la question qui est derrière, en fait, sur ces accords, c'est dans quelle mesure, si vous voulez, ces accords contribuent au développement économique des pays qui les signent. Et c'est là qu'il y a un débat d'opinion, en fait. Il n'y a pas de réalité factuelle. Et enfin, avant de vous céder la parole, juste pour dire que, évidemment, du point de vue des dirigeants européens, le grand avantage, c'est un peu ce que vous reprenez là, c'est-à-dire qu'au moment où il y a Trump d'un côté et Xi Jinping de l'autre, le protectionnisme et la guerre commerciale, l'Union européenne tente de montrer qu'elle a une troisième voie, qui est celle du multilatéralisme, et d'un multilatéralisme d'un genre particulier, puisqu'il s'agit du libre-échangisme qui, par ailleurs, crée les problèmes, comme ça a été dit, en tout cas certains le pensent, d'autres problèmes fondamentaux pour la planète, que sont l'écologie, etc., etc. Donc c'est ça le débat dans lequel on est aujourd'hui. Frédéric Vial, c'est intéressant ce qui vient d'être dit, justement, le point de vue aussi des pays d'Amérique latine. On voit qu'on ne peut pas avoir une vision forcément linéaire sur ce débat. Absolument. Et d'ailleurs, ce que je vais dire vient en complément de ce que vient de dire Christophe Ventura, puisque, au fond, la Commission européenne prépare les guerres du passé. En réalité, elle est totalement archaïque dans sa manière de procéder, puisque ce qui se passe, en fait, c'est que, contrairement à ce qui est dit partout, c'est que l'Union européenne n'est absolument pas protectrice des effets de la mondialisation financière et marchande. Et là, on en voit un des exemples, puisque ce qui est choisi par l'Union européenne, c'est effectivement l'accès au marché public notamment, c'est ça qui l'intéresse en faveur des entreprises transnationales européenne, en sacrifiant un certain nombre de filiales et de filiales de production agricole. C'est ça en réalité qui est fait également à travers, avec d'autres accords et la déferlante qui arrive. Donc en réalité, il y a là une vision qui est profondément archaïque de l'Union européenne et qui n'est jamais débattue, qui est celle de cette division du monde en espaces comme ça, où il y aurait ceux qui auraient la haute valeur ajoutée et les autres qui s'occuperaient de l'agriculture, ce qui est extrêmement dangereux parce que ensuite, quand on aura des problèmes d'approvisionnement et d'approvisionnement agricole, on aura bonne mine. Et là, qu'elle prépare la guerre du passé avec une vision archaïque, nous dit justement Frédéric Vial. L'archaïsme, il n'est pas toujours là où on le pense. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que les exportations de soja qui viennent du Mercosur arriveront moins chères pour les éleveurs français. Et donc, ça, c'est déjà une réponse pour eux, en ce qui les concerne. Maintenant, il n'y a pas que les grandes sociétés internationales, je suis désolé, il y a aussi tout un volet qui est PME. Moi, je dirige une PME, ça me parle, et ça veut dire il y a tout un engagement qui est fait justement pour que les PME puissent avoir plus facilement accès à ces marchés-là, avec donc des forums pour pouvoir que les pays les aident et s'ouvrent aux PME. Faut pas avoir cette vision, enfin moi je sais bien que chez certains, ils en sont justement à cette vision archaïque qui est... là qui remonte peut-être. Mais il faut y avoir un débat national, on a commencé justement. Si le débat, c'est le libre-échange aujourd'hui, ou se refermer les frontières, je crois qu'effectivement, c'est quel monde. Dans quel monde. Mais il faut l'expliquer aussi, Olivier Cadic, et à l'opinion publique, et qu'il y ait un débat au Parlement. Pour pouvoir l'expliquer, il faut aussi être capable d'écouter, de regarder les faits, les données concrètes, parce que si chacun vient en assénant des contre-vérités et que ça devient des vérités aussi, ça peut faire débat avec les chiffres, on ne va pas s'en sortir. Il faut qu'il y ait un moment, il y ait des données qui soient mises sur la table, il y a des gens qui font un travail professionnel et sérieux, et d'autres qui sont là en spectateurs et qui passent leur temps à attaquer ceux qui travaillent sérieusement au quotidien. Donc pour la défense de l'intérêt général. Il ne faut pas non plus oublier, quand on tape sur les gens de la Commission européenne, ce sont des gens qui travaillent sérieusement. Et aujourd'hui, l'Union européenne, c'est quand même un espace de liberté dont beaucoup rêvent. Bien, oui. C'est un espace où les lobbies sont extrêmement présents. Alors, juste pour la fin, je dirais qu'encore une fois, en adoptant la perspective historique, que je sache,
Il y a sûrement des ombres-lumières, mais le Mexique n'a jamais regretté son accord avec l'UE. Le Chili n'a jamais regretté son accord avec l'UE. Ils sont en train d'ailleurs d'en faire la mise à jour pour l'améliorer, le mettre au goût des temps. La Colombie et le Pérou ne semblent pas regretter, alors qu'il y a eu un petit peu des changements dans les gouvernements, sont leur accord. L'Équateur, qui au début a fait un peu la fine bouche, sous le président Correa, a quand même dit après, finalement ça m'intéresse, je veux le rejoindre. Donc voilà, je trouve qu'il faut aussi prendre ces éléments en compte. Mettre les choses en perspective. Eh bien merci à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. Vous en parliez, Frédéric Vial, dans ce contexte, des parlementaires ont déposé une proposition de résolution afin de privilégier le localisme, c'est-à-dire le fait de produire et consommer local. Je vous propose d'ailleurs à ce propos d'écouter Françoise Laborde, sénatrice RDSE de Haute-Garonne, au micro de Marvin Guglielminetti. Il suffit qu'il y ait des problèmes au niveau des transports, que ce soit de la grève ou que ce soit de la pénurie de pétrole, par exemple. En termes de numérique, qu'il y ait une cyberattaque, par exemple. Autant de choses qui font que très rapidement, les territoires se retrouvent en pénurie alimentaire. Si demain, il y a un blocage qui dure 1 jour, ça va, 2 jours peut-être, 3 jours, c'est la panique. Qui dit panique, dit émeute sociale, émeute de plus gros ou grand niveau. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper. Aujourd'hui, on demande à ce que chaque territoire, alors après il faut mettre la taille du territoire, soit capable de nourrir sa population. Alors que le Sénat a lancé une commission d'enquête sur la souveraineté numérique, gros plan dans cette édition sur Quant, le moteur de recherche français, lancé il y a 6 ans par Eric Léandri. Concurrencer Google, il fallait oser. Et les utilisateurs sont de plus en plus nombreux, notamment parmi les administrations et les collectivités soucieuses de la protection des données. Avant de recevoir son PDG, on voit ce reportage d'Adrien Develay. Le petit moteur de recherche bleu-blanc-rouge n'en finit pas de séduire les administrations françaises. Plusieurs d'entre elles ont déjà franchi le pas, le préférant aux moteurs comme Google, les régions Bretagne, Île-de-France ou Nouvelle-Aquitaine, mais aussi la ville de Paris, le ministère des Armées, l'Assemblée nationale ou le Sénat entre autres, en ont déjà fait leur moteur de recherche par défaut ou proposent son utilisation. Lancé en 2013, Quant promet une sécurisation totale et aucun partage de données. Les gens qui travaillent pour ces administrations, possiblement, font des recherches à haute valeur ajoutée intellectuellement ou en termes de souveraineté aussi. Quand vous faites des recherches pour la mairie de Paris, c'est peut-être pas anodin suivant les services dans lesquels vous travaillez. Google va peut-être pas être au courant de tout ça. Pour la France, c'est un gage de souveraineté et d'indépendance vis-à-vis des GAFA. Présent dans 166 pays à travers le monde, Quant peine cependant à véritablement rivaliser avec les géants américains. Un David contre un Goliath. Alors, pour promouvoir son protégé, l'État français s'investit. J'ai annoncé quand j'étais à Vivatech que nous allions les installer par défaut au sein de l'administration française. C'est une vraie réussite. C'est en France et en Europe le seul qui grignote quelques pourcents de part de marché à Google. Lors de l'examen du projet de loi de transformation de la fonction publique, les sénateurs ont d'ailleurs adopté un amendement poussant l'administration à utiliser des logiciels tels que Quant pour diminuer l'influence des géants américains. Et Eric Léandri, PDG de Quant, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Eric Léandri, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Concurrencer Google, c'est un pari osé, il fallait le tenter. Comment vous est venue cette idée ? Premièrement, ce qu'on fait, c'est un moteur de recherche qui respecte la vie privée. Donc on n'est pas tout à fait sur le même marché, même si, comme on fait moteur de recherche, c'est sûr que c'est à lui que je dois prendre des parts de marché. Donc l'idée est venue simplement de donner un moteur de recherche qui correspond aux valeurs européennes plus qu'autre chose. Ouais, en quoi êtes-vous finalement différent ? Non, premièrement, tout ce que vous faites comme recherche chez Quant, nous ne savons pas si c'est vous ou moi. Ce n'est pas le but, loin de là. Au contraire, on veut vous donner les réponses de l'Internet et des réponses neutres en plus. Donc on veut vous donner les mêmes réponses que ce soit vous et moi, et puis des réponses sans tracking. Donc on ne veut pas savoir qui vous êtes. Si vous êtes une grande banque, si vous êtes le ministère des Armées ou de l'Intérieur, si vous voulez faire des recherches en toute sécurité, écoutez... Vous pouvez passer par Quant. Oui, c'est pour ça justement qu'on vous fait confiance, notamment dans les administrations. Ça a été expliqué. La protection des données, c'est un véritable enjeu. Il y a dans ce climat de méfiance justement envers les GAFAM. En fait, c'est vraiment un enjeu. Vous savez, l'ensemble des données aujourd'hui sont revendues dans un back-office que les gens connaissent très peu, qui s'appelle le real-time bidding. En fait, c'est des enchères en temps réel de toutes les données qui sont collectées. C'est juste
extraordinairement puissant et extraordinairement dangereux parce que je peux savoir si vous êtes en bonne santé ou malade, gay ou hétéro, de droite ou de gauche, si vous êtes athée, musulman, chrétien ou juif. Donc à la fin de la journée, de quoi parle-t-on là? On parle de choses qui normalement pour un citoyen ne doivent pas être liées à qui vous êtes et à ce que vous êtes. Ça, c'est pour les données personnelles. Et puis après, si vous êtes dans le secret des affaires, si vous êtes Airbus, si vous êtes Safran, peut-être que vous êtes en train de faire des recherches qui n'ont pas besoin d'être divulguées à vos différents, je dirais, compétiteurs. Donc la question est-ce qu'aujourd'hui, ce type de recherche est revendu? Oui. Alors vous avez franchi un cap récemment en vous alliant avec un autre géant, Microsoft, et du coup on s'interroge justement sur cet accord. Est-ce qu'on peut garantir la protection des données quand on travaille avec Microsoft? Écoutez, premièrement on a un double accord, on a un accord sur la publicité sur lequel on garantit la protection des données et on s'est vraiment battu très fort pour l'obtenir. Et puis on a un deuxième accord sur l'usage du cloud de Microsoft, qui est un des clouds les plus puissants du monde, pour calculer l'index de l'Internet. L'index de l'Internet, c'est des centaines de milliards de pages. Nous, aujourd'hui, on faisait jusqu'à 20 milliards de pages et on va passer à 100 milliards de pages. Ces pages-là n'ont rien à voir avec vos données personnelles. Ce n'est ni vous ni moi. On continue à garder notre infrastructure pour vos données personnelles, pour toutes vos requêtes sur Quant, pour tout ce qui vous concerne. On les anonymise chez nous et donc Microsoft n'a rien de tout ça. Et puis de l'autre côté, pour indexer le web, pour accélérer le web, pour grandir le web, on a deux façons de faire. On met 20 millions, 30 millions, 100 millions dans l'infrastructure chez Quant, ou on prend un partenariat avec Microsoft, on met quelques millions avec Azure. On a l'un des clouds les plus puissants du monde, plus notre cloud à nous pour garantir cette souveraineté et votre protection. Et les deux ensemble, c'est un accord gagnant-gagnant-gagnant, gagnant pour l'Europe, gagnant pour Quant et un peu gagnant pour Microsoft. Ce n'est pas le plus grand gagnant sur le coup. Ouais. On sait qu'il y a ces auditions en ce moment au Sénat sur la souveraineté numérique. Elle est réellement en danger, la souveraineté numérique de la France? Il y a de réels motifs d'inquiétude? En fait, ce qu'il y a de très bien, c'est il y a 6-8 ans, quand nous avons lancé Quant, des tas de gens nous expliquaient que ça ne servait à rien. Il y avait Google, il y avait Facebook, il y avait les différents géants du marché et personne ne voyait l'intérêt d'aller chercher quoi que ce soit dans ces marchés-là. Aujourd'hui, on comprend qu'avoir le droit à l'alternative, c'est avoir le droit de temps en temps, pas tout le temps, hein, si vous n'avez rien à faire et que vous êtes dans une région du monde que j'indexe pas, vous pouvez utiliser mon compétiteur ou qui vous voulez. Le truc, c'est que quand vous avez besoin d'alternatives, quand vous avez besoin de sécurité, quand vous avez besoin de faire une recherche, par exemple, pour payer les impôts et que vous êtes le fisc français et qu'un des géants ne paye pas ses impôts, vous cherchez chez lui? Vous êtes sûr qu'il ne sait pas qui vous êtes? Donc, vous pouvez chercher chez nous et obtenir de l'information. Donc en réalité, la souveraineté commence par une prise de conscience. Mais une fois qu'on a fait cette prise de conscience, il faut créer les outils, il faut créer les produits, il faut les mettre en œuvre. Et c'est là-dessus qu'on travaille tous les jours. C'est vraiment compliqué. On y travaille avec 160 collaborateurs. Il y a 90, presque 100 ingénieurs. On travaille avec l'INRIA, on travaille avec d'autres laboratoires. C'est un boulot complexe. Mais on y arrive. Et créer tout simplement une alternative dans le domaine du moteur de recherche où vous avez la plus grande boîte du monde, bah écoutez, ça veut dire que les autres aussi vont le faire. Waller, Cozy Cloud, tout un tas d'alternatives arrivent. Et on commence à voir des administrations, des grands groupes basculer sur ces alternatives. Comment on peut justement élargir à d'autres utilisateurs? Parce que pour l'instant, vous travaillez essentiellement, vous venez de le dire, avec des administrations, des collectivités territoriales aussi, qui s'y mettent. Ça serait un des objectifs pour justement continuer sur ce chemin? Alors en fait, on a commencé d'abord par les hackers, par les SEO, par les gens qui aiment l'Internet. Et puis ensuite, nous avons continué par les grandes entreprises, Thales, Safran. Et puis nous avons continué par des banques, Caisse d'épargne, BNP qui vient de basculer tout le monde, Caisse d'épargne qui a basculé tout le monde. Nous en avons des nouvelles qui arrivent, la MGEN, Alliance pour les assurances. En fait, tous les secteurs un peu sensibles sont en train de basculer chez Quant. Et puis ensuite, nous avons les régions, les villes, Nice, la région sud, les grandes régions. Aujourd'hui, on fait 8 régions sur 13. On est en train de passer à 9. Aussi. Voilà. Et donc l'administration, elle n'a pas encore totalement switché. Il y a Quant Junior chez les enfants, où on fait à peu près 11 académies sur 17 si on compte l'outre-mer. Avec le ministère de l'Éducation nationale. Exactement. Donc en réalité, non, on ne fait pas que l'administration. L'administration, en fait, c'est maintenant, après l'annonce de Cédrico et après des contrôles qui vont suivre, que l'administration pourra switcher. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les pourcentages de parts de marché que l'on a, c'est hors réellement l'administration.
Alors, on a entendu Cédric O, vous êtes soutenu par l'État, avec notamment des investisseurs et des fonds publics qui ont été utilisés. Il y a aujourd'hui cette polémique, vous y avez répondu, vous allez nous dire ce que vous en pensez, révélée par la lettre A, à la fois sur les salaires élevés chez Quant, mais aussi sur le chiffre d'affaires. Vous auriez menti quand vous avez été auditionné, justement, devant les sénateurs. Bon, comme d'habitude, avec la lettre A, ils se mettent 2 balles dans le pied. Donc, comme ils ne savent pas lire ni un compte de résultat, ni rien, ils confondent évidemment un résultat net et un chiffre d'affaires. Donc, j'ai autre chose à faire que mentir devant les sénateurs, et je dois être l'une des seules sociétés qui a donné tous ces bilans chaque année, déposés au greffe, donc lisibles chaque année. Donc le 2018 arrive, et vous verrez que, monsieur les sénateurs, évidemment, ont leurs vrais chiffres. Donc encore une fois, le mensonge, il est toujours du même côté. Donc, il n'a pas été majoré devant les sénateurs, le chiffre d'affaires. Non, ça fait des semaines et des mois. D'ailleurs, en fait, le chiffre d'affaires complet, c'est 2 millions supplémentaires que vous devez rajouter, parce que vous devriez y rajouter justement les projets H2020. Donc il est de combien votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Écoutez, 5 comme celui qui a été annoncé, plus 2 si vous ajoutez ce qui est en dehors du chiffre d'affaires, mais qui rentre dans le chiffre d'affaires global de la société, qui sont les opérations que nous avons gagnées, comme du H2020 ou des opérations sur lesquelles vous gagnez de l'argent sur l'année. D'accord ? Mais le chiffre d'affaires lié à la publicité, lui, il est bien de 5 millions. Donc à aucun moment. Trop élevés, et sur les salaires trop élevés, alors c'est juste extraordinaire. Vous avez la Caisse des dépôts, qui est notre actionnaire et qui fait très bien son travail. Ils font super bien leur travail. Ils font attention à tout ce que l'on fait, ils font attention à nos dépenses, ils font attention à comment nous gérons notre argent, où nous investissons et comment nous le faisons. Donc là, vous avez une discussion d'actionnaire à actionnaire qui dit simplement, on estime que tel salaire soit un peu dépassé du cadre des prix du marché. Nous, on a répondu, évidemment. Alors les prix du marché, tous les gens qui sont chez nous, tous les gens qui sont chez nous sont moins bien payés que ceux qui font exactement le même job chez mes concurrents. Donc, c'est très simple. Moi aussi, j'ai besoin d'avoir des gens de très haut niveau. Les gens avec qui je réponds, c'est la Corée, c'est la Chine, c'est les États-Unis. Je dois faire des accords mondiaux avec des géants qui pèsent des centaines de milliards. Donc, c'est rare de pouvoir travailler avec des gens de ce niveau-là et avec des gens qui n'ont pas le niveau. Ensuite, on arrive sur la taille des salaires. C'est drôle, évidemment, on vous montre tous les salaires bruts et on aurait l'impression que chez moi, je ne paye que les patrons très chers pendant que les autres, je ne les paye pas. Ben, écoutez, c'est dommage. En fait, on paye très bien nos salariés du bas à en haut et on va payer encore mieux nos salariés du bas à en haut. Comme ça sera clair. La question de la Caisse, elle était sur quelques salaires avec des pourquoi et comment. Ma question à moi, c'est la suivante. Comment quelqu'un sort un tel document de la Caisse des dépôts, donne ça à qui que ce soit d'autre, en prenant le risque, parce que moi je porte plainte contre X, en prenant le risque de se retrouver devant la police en garde à vue, en prenant le risque de perdre son boulot, en prenant le risque, parce que c'est même plus un risque, parce qu'on va aller au bout et on va le trouver, en prenant le risque de faire capoter une boîte française pour rien du tout. Donc ma question c'est, comment on peut se permettre quelque chose comme ça en plein moment où je suis en augmentation d'obligations convertibles? C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de finaliser et d'avancer avec une croissance qui n'a jamais été aussi forte, et pour la première fois on prend plus de 5% aux géants que tout le monde connaît, quelqu'un prend un tel risque, mais c'est de l'argent, il a fait quelque chose de mal et quelqu'un a quelque chose sur lui. Comment on prend un tel risque? Ça salit la Caisse des dépôts, ça salit la France et ça salit... Vous portez plainte et vous irez jusqu'au bout. Bien sûr. On a entendu votre message. Merci à vous, Éric Léandri, d'être venu sur le plateau de Public Sénat. On passe à présent à notre page politique et parlementaire, et La République En Marche continue sa préparation en vue des élections municipales de 2020. Et après avoir attiré des candidats issus de la droite, le parti présidentiel n'hésite pas à chasser à gauche. Cette fois, c'est Wilfried Payès qui a obtenu le soutien de La République En Marche dans la Drôme. Ancien collaborateur d'Emmanuel Macron à Bercy, il est actuellement directeur de cabinet du patron des socialistes au Sénat, Patrick Kanner. Reportage de Jérôme Rabier. C'est un collaborateur de l'ombre, chef de cabinet de Patrick Kanner au Sénat depuis l'automne dernier, mais dont la candidature avec le soutien d'En Marche à Bourg-les-Valences dans la Drôme secoue le groupe socialiste du Sénat. Et à la réunion de groupe hebdomadaire, la plupart des élus ne souhaitaient pas communiquer. Sur le soutien de LREM et Wilfried Payès. Ah, c'est le collaborateur du président, vous voyez avec lui. Il y a un président de groupe, il va vous répondre. Le président du groupe a donc dû s'en expliquer et pour lui, aucun problème à ce soutien d'En Marche. Cet homme de gauche donc présentera une liste d'hiver gauche et je lui conserve ma confiance et je sais qu'il sera loyal par rapport aux débats qui sont les nôtres. Si le sujet n'a pas été formellement évoqué, un long aparté a eu lieu à l'issue de la réunion en présence de nombreux sénateurs et certains étaient très remontés. Il faut savoir où on est, avec qui on est. On a un parti, on a un groupe,
On est avec le groupe, on ne peut pas avoir un pied ailleurs. Moi, je dis à M. Payès que maintenant, il a choisi qu'il faut qu'il en tire les conséquences. Certains dénoncent une manœuvre de l'ancien patron du groupe, le désormais ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, qui cherche à rallier des élus de gauche à En Marche. Salarié du groupe socialiste au Sénat, Wilfried Payès n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Il a renvoyé à ses déclarations faites à France Bleu Ardèche. Je n'ai pas demandé l'investiture La République En Marche. Ma liste sera divers gauche. Il n'y a pas d'ambiguïté sur mon positionnement politique, mais notre projet pour Bourg-les-Valences, La République En Marche, va s'y retrouver. Élu dans l'opposition à Bourg-les-Valences, il précise n'être plus adhérent socialiste depuis la présidentielle de 2017 et qu'il ne compte pas prendre sa carte à La République En Marche, malgré le soutien du parti présidentiel. Patrick Stroda a-t-il demandé des excuses au Sénat après avoir été blanchi dans l'affaire Benalla? La rumeur avait circulé la semaine dernière. Faux pour Philippe Bas, le président de la commission des lois et lui-même ancien secrétaire général de l'Élysée. Il a affirmé le contraire ce matin sur notre antenne. Écoutez. Pourquoi ferais-je le moindre commentaire sur des rumeurs? Ce que je dois vous dire, c'est que cette affaire n'est en rien une affaire personnelle. C'est faux, on ne vous a pas demandé de vous excuser. Nous avons, bien sûr que non, mais nous avons, pris nos responsabilités. Le bureau du Sénat a pris les siennes, le parquet a pris les siennes. Il ne poursuit pas, c'est sa responsabilité à lui. Après un ultime vote du Sénat, probablement ce soir, la France sera le 55e État à interdire totalement les violences éducatives ordinaires sur les enfants, autrement dit les fessées, mais pas seulement, car il s'agit d'inscrire dans le Code civil que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Alizée Boissin. Une fessée, une tacle, une gifle, des pratiques qui appartiendront bientôt à une autre époque. Le Parlement doit définitivement adopter lors d'un ultime vote au Sénat la proposition de loi contre les violences éducatives ordinaires. Plus concrètement, la loi dite anti-fessée inscrit dans le Code civil que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Le texte mentionne également que les enfants ont le droit à une éducation sans violence. En revanche, pas de nouvelles sanctions pénales pour les parents, celles-ci existent déjà. Pour que l'interdiction soit respectée, la pédagogie est nécessaire pour cette sénatrice. Il y a l'habitude de donner la fessée aux enfants, de faire des corrections aux enfants. Ça fait partie même de la pédagogie. Or, quand nous allons faire adopter ce texte, eh bien, il ne sera plus question d'éduquer de la même manière. Il s'agira pour les parents de changer leurs habitudes, de ne pas donner de fessée, de ne pas gifler. Et puis, il y a toutes les violences psychologiques aussi. Les opposants au texte se font rares. La proposition de loi a fait rapidement consensus entre les deux chambres du Parlement. Il y a quelques mois, nous étions sur le texte de Laurence Rossignol, qui était sensiblement le même que celui de Madame la députée Maude Petit. Donc la réalité, c'est que nous avons doublement débattu sur ce thème. Ce n'est pas un thème qui est anodin. Moi, je pense que c'est un sujet extrêmement important. On est quand même 40 ans après que la Suède ait voté un texte semblable. Nous rejoignons donc les 54 autres pays qui ont déjà un texte similaire. Si elle est actée, l'interdiction formelle permettrait à la France d'être en conformité avec les traités internationaux. Aujourd'hui, 85% des parents français auraient recours aux violences éducatives ordinaires. Et je vous propose d'écouter la réaction d'Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. C'est lui qui vient défendre ce texte au Sénat. Il était avec notre ami il y a quelques instants. L'écoute. Adrien Taquet, la France devrait donc être le 55e pays à interdire les violences éducatives ordinaires. Comment expliquer ce retard de la France? Écoutez, ce qui me semble compter aujourd'hui, c'est qu'effectivement nous adoptions cette proposition de loi de Maude Petit qui interdit les violences éducatives ordinaires et mettant enfin, vous avez raison, la France en conformité avec l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant dont nous allons fêter en novembre prochain le 30e anniversaire. Il n'était pas pensable que nous puissions fêter cet anniversaire sans avoir adopté un tel dispositif. Rappelons que jusqu'alors, il y avait cette jurisprudence qui autorisait le droit de correction en France. Le message qui est véhiculé par cette proposition de loi, c'est qu'il n'y a pas de bonne fessée ni de fessée qui soit éducative ou inoffensive. Non, il n'y a aucune violence qui soit éducative ni qui ne soit ordinaire. Le progrès des sciences, notamment des neurosciences, permettent de démontrer aujourd'hui qu'une fessée, une claque, des brimades ont un impact à la fois sur le développement de l'enfant, mais aussi sur sa santé, sur son estime de soi aussi, donc sur sa construction en tant que jeune enfant puis d'adulte. C'est un sujet aujourd'hui assez consensuel chez les parlementaires, mais on voit aussi un débat
personnes qui disent qu'est-ce que vient faire la loi dans notre intimité, une petite fessée, ça ne fait pas tant de mal que ça. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'une fessée, ça peut faire du mal, une fois encore, ça peut avoir des conséquences neurologiques sur le développement de l'enfant. Ce n'est pas systématique, mais il y a quand même cette idée de continuum de violence. Parfois, ça commence effectivement par ce genre de brimades, d'insultes, de claques, et ça se termine de façon beaucoup plus dramatique. Donc pour cette raison-là, c'est une des raisons pour lesquelles il faut interdire ce genre de comportement. Et puis par ailleurs, vous savez, je peux comprendre qu'un certain nombre de gens s'offusquent en quelque sorte que la famille puisse faire l'objet d'une attention. Mais ce n'est pas tant la famille que l'intérêt supérieur de l'enfant. Au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, oui, nous devons accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants. Vous savez, parfois, ce type de violence faite aux enfants, c'est le symptôme d'une difficulté que des parents peuvent avoir à élever leurs enfants. Nous voulons tout simplement les accompagner dans cette éducation. C'est compliqué d'être parent. Oui, mais quelle efficacité pour ce texte à partir du moment où il ne prévoit aucune sanction pénale? Cela reste avant tout symbolique. Écoutez, l'idée est effectivement de mettre dans notre droit, vous l'avez rappelé, une jurisprudence pose encore le principe du droit de correction. Il s'avère de mettre dans notre droit cette interdiction des violences éducatives ordinaires. Et cette proposition de loi, cette interdiction s'inscrit dans une politique bien plus vaste de notre part d'accompagnement à la parentalité et notamment autour d'une idée des 1000 premiers jours de la vie d'un enfant. Ces 1000 premiers jours de la vie d'un enfant qui vont du 4e mois de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, on le sait désormais, c'est là où tout se joue. C'est là où tout se joue pour la santé de l'enfant, aussi pour son développement, et c'est souvent là aussi où se forgent, où se creusent, où se développent les inégalités sociales. Nous voulons véritablement surinvestir sur ces 1000 premiers jours de la vie d'un enfant. C'est notre approche en prévention de protection de l'enfance. Mais toujours pas de sanction pénale. Donc quelle efficacité? Je reprends ma question, Adrien Taquet. Mais une fois encore, nous ne sommes pas dans 85% des parents français ont déjà donné une fessée, donc c'est quand même un vrai combat de fond. C'est un vrai combat de fond, c'est un combat culturel. Ce sont les combats qui prennent le plus de temps, que nous devons accompagner. C'est un mouvement de société qu'il faut opérer parce qu'un certain nombre d'adultes ont pu recevoir ce genre de méchantes claques de la part de leurs parents et avoir le sentiment, en reproduisant ce qu'ils ont vécu, que c'est nécessaire. Nous devons faire prendre conscience à tout le monde qu'il faut promouvoir une éducation bienveillante. C'est tout un travail d'accompagnement des parents et de notre société en cette direction. Bien, merci beaucoup Adrien Taquet d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi. Alors la fessée sera-t-elle bannie après le vote de cette loi? Comment faire pour appliquer la loi? D'ailleurs, faut-il vraiment une loi? On pose la question tout de suite à nos invités dans le débat. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurence Rossignol. Bienvenue à vous, ancienne ministre, sénatrice socialiste de l'Oise. Et vous êtes justement auteur de cette proposition de loi, enfin une proposition de loi identique qui avait été examinée au Sénat contre toutes les violences éducatives ordinaires. Bienvenue à vous. Sur ce plateau également, Jérôme Bachère, bonsoir. Vous êtes sénateur LR de l'Oise. Et puis j'accueille le docteur Gilles Lazimi. Vous êtes médecin généraliste, professeur associé à la faculté de médecine de la Sorbonne. Et vous êtes coordinateur de la campagne nationale de la Fondation pour l'enfance contre les violences éducatives ordinaires. Alors Laurence Rossignol, le débat va débuter d'ici une demi-heure dans l'hémicycle. Pourquoi faut-il une loi justement pour pouvoir inscrire cette interdiction de toute violence, on le disait, physique et psychologique dans le Code civil? J'entendais il y a un instant le reportage et la question que posait votre consoeur. Est-ce qu'une loi sans sanction n'est pas une loi inutile? Je pense qu'on a une approche de la loi qui est trop anglais, trop focalisé sur le code pénal. La loi, ce n'est pas que le code pénal, c'est aussi le code civil. Et bien plus d'actes que nous faisons dans notre vie quotidienne relèvent du code civil que du code pénal, puisque le code pénal ne concerne que les infractions. Le code pénal interdit déjà toute forme de violence physique envers les enfants. Le code pénal interdit déjà toute forme de violence physique, mais il restait une grosse incertitude juridique autour de la construction jurisprudentielle du droit de correction. Et donc, il est admis depuis 1804, ça date. Voilà, ça fait partie de ce que le Code Napoléon nous a légué et dont on cherche progressivement à se débarrasser. On va finir par y arriver, vous verrez. Et au moins en droit de la famille, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur le Code Napoléon. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est important qu'il y ait une loi, parce que c'est important qu'on dise dans quelle civilisation nous vivons. Et c'est une loi qui est pour moi un cliquet civilisationnel, c'est-à-dire que la France dit que nous devons élever nos enfants sans les frapper. On reviendra sur tous les enjeux de la loi. Il y a un enjeu d'abord de droit de l'enfant, et c'est très historique, les droits de l'enfant, et en particulier le respect de la dignité de l'enfant. Et frapper quelqu'un, que ce soit un adulte ou un enfant, c'est porter atteinte à cette dignité. Ça, c'est la première remarque. Donc c'est utile
pour dire notre civilisation, et c'est aussi utile pour les politiques de prévention des maltraitances faites aux enfants. J'ai porté cette loi même avant de revenir au Sénat. Je l'ai portée quand j'étais ministre également. Et donc, ce que j'avais observé, c'est qu'il était impossible pour la ministre chargée de la protection de l'enfance de donner un discours, de lancer un message clair dans un cadre autorisant les punitions corporelles. Moi, je ne sais pas dire aux gens, voilà, on peut frapper un petit peu, puis après, ça devient de la maltraitance, mais alors si vous tapez en dessous, sur les fesses, c'en est pas, sur les joues, c'en est peut-être, etc. Là, ça sera plus clair, c'est ce que vous nous dites avec ce texte. Jérôme Bascher, pas les enfants. Oui, Jérôme Bascher, est-ce qu'il fallait une loi, justement? On sait qu'à l'Assemblée nationale, ça avait fait quand même consensus, hein, mais ceux qui avaient voté contre, je dis, on va un peu trop s'immiscer justement dans l'intimité des familles. C'est vrai qu'il y a toujours une limite entre ce qui relève de la vie privée et de ce qui doit relever, j'allais dire, de comment on doit vivre. Il faut toujours se méfier des postures morales. Simplement, moi, je constate une chose importante et je peux dire que j'ai changé d'avis sur le sujet. C'est pas forcément scandaleux de changer d'avis. Je me serais bien passé de la loi. Mais il y a un moment aussi important, parce que vous l'avez dit, dans le code pénal, la chose est punie et c'est normal. Mais il y a un moment où il est bon de rappeler des principes, au moment notamment où, mais dans notre département, Laurence Rossignol le sait bien, dans l'Oise, nous voyons des violences intrafamiliales de toutes espèces, et en particulier envers les enfants, où les magistrats sont obligés de placer de plus en plus d'enfants qui sont dans des graves difficultés et de la menace physique, de la menace pour leur vie, auprès de parents, de beaux-parents, de compagnons, de familles aussi, mais pas que celle-là, où il y a des repères perturbés, mais pas que celle-là, il faut le dire, et c'est pour ça que ce texte, aujourd'hui, a été adopté à l'unanimité de la Commission, tel que le Sénat l'a voté, pas tel que l'Assemblée nationale l'a voté. Il faut être assez raisonnable, et ce texte, aujourd'hui, je le voterai. Il me semble bon de rappeler ces principes au moment où on observe des dérives. Car quand il y a une dérive, il faut commencer dès le début, mais il va falloir être extrêmement ferme sur ce qui relève réellement du pénal. Il y a dans ce pays une véritable dérive. Les magistrats vous le disent, les assistantes sociales vous le disent, les gendarmes vous le disent. Docteur Lazimi, on le disait, il y a une véritable portée symbolique. On va pouvoir, à partir de ce texte, justement, faire campagne, expliquer justement aux parents, aux assistantes maternelles, justement, ce qui est bénéfique pour les enfants. Oui, c'est un moment historique. Il y avait déjà eu en 2016 et malheureusement, à l'époque, des sénateurs n'étaient pas convaincus et aujourd'hui, ils le sont. Donc il y a l'unanimité, c'est formidable. Vraiment, c'est un jour historique où on a un autre regard sur l'enfant et on a un autre regard sur la société et sur les violences, et sur le lieu de naissance des violences. Donc on sait qu'il faut un interdit qui dise clairement on ne touche pas un enfant, et les lois qui s'appliquent aux hommes, aux femmes, doivent s'appliquer aux enfants, et elles ne s'appliquaient pas aux enfants du fait du droit de correction jurisprudentiel. Donc c'est vraiment important d'avoir cette loi symbolique inscrite, et là, on va pouvoir changer et on va pouvoir accompagner les parents, mais il va falloir les accompagner cette loi comme toutes les lois, par des mesures, des campagnes de sensibilisation, faire la promotion des centres de protection maternelle et infantile pour aider ces parents qui ont du mal à oublier ce qu'ils ont appris de la part de leurs parents qui étaient bienveillants. Donc il faut vraiment qu'on mette en place des PMI, des maisons des parents, des cafés des parents et qu'on tisse réellement une société plus empathique avec des enfants qui soient pas violentés, parce que ça a des conséquences en matière de santé. Ça va quand même être compliqué de faire changer, évoluer les mentalités. En France, 85% des parents disent employer ces pratiques qu'on va interdire, selon l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Et plus de la moitié des parents frapperaient leurs enfants avant l'âge de 2 ans. Et 71,5%, je rappelle ces chiffres, admettent déjà avoir donné une petite gifle. Laurence Rossignol. Oui, le chiffre sur les enfants de moins de 2 ans est quand même terrifiant. C'est-à-dire qu'on frappe des enfants qui parlent à peine. Donc c'est révélateur. Moi, je crois que c'est important d'avoir la loi parce que quand on est dans l'espace public, un grand magasin, dans la rue, peu importe, si vous voyez un adulte, une personne en train de frapper son chien, il va y avoir quelqu'un qui va intervenir et qui va dire c'est pas bien de frapper votre chien, on ne bat pas les animaux. Si vous voyez un homme en train de maltraiter, de brutaliser sa femme, quelqu'un va intervenir pour dire faut pas faire ça. Mais si vous voyez quelqu'un en train de frapper un enfant, et on l'a tous vu, on s'est tous trouvés dans des situations comme ça, la caisse
la queue de la caisse des hypermarchés. Mais c'est un haut lieu de danger pour les enfants. Parce que qu'est-ce que font les vendeurs? Ils mettent tout ce qui fait envie aux enfants dans les présentoirs qui sont juste devant la caisse pour que les enfants trépignent, et fassent des caprices et que les parents, au bout d'un moment, craquent. Soit ils mettent les bonbons dans le panier, soit ils mettent une claque à l'enfant. Donc on a vu des... Et là, essayez de dire à quelqu'un... Madame, monsieur, faut faire autrement. C'est pas facile, Laurence Rossignol, c'est aussi culpabilisant pour certains parents. C'est mon enfant, je fais ce que je veux. Je voudrais finir une chose. Oui, c'est parfois difficile de ne pas craquer, justement. Mais c'est difficile de ne pas craquer, mais on voit, les parents qui craquent, à un moment donné, on les voit. Puis vous savez que les parents qui n'ont pas l'habitude, qui ne font pas la promotion de cette méthode éducative. Il y a des parents qui vous disent, moi, je frappe parce que c'est une bonne méthode éducative. Puis il y a des parents qui vous disent, ça m'a échappé. Voilà. Et ceux-là, on les voit, ils se sentent coupables, ils sont malheureux après. Voilà. Donc c'est pas bien en plus quand on est parent de se sentir coupable à l'égard de son enfant, parce que c'est pas une bonne façon d'élever les enfants que de leur montrer qu'il y a des failles chez les parents avec de la culpabilité. Moi, je pense aussi ça sur les méthodes éducatives. Il y a des petits interstices dans lesquels les enfants s'engouffrent assez facilement. Bref, tout ça n'est pas bien. Et donc la loi va permettre quand même collectivement... collectivement... les violences physiques, mais aussi les violences psychologiques. Il y a ces questions. Par exemple, est-ce qu'on pourra aussi parfois mettre au coin un enfant? Est-ce que ça va être considéré comme une pratique humiliante? Quel va être le cadre justement posé par la loi, docteur Lézini? Le tout, la Suède, c'est l'exemple. 1er juillet 79, une loi, 40 ans après, on voit que les parents qui étaient contre, aujourd'hui, sont pour à 98%. On voit qu'on a des résultats en termes de baisse de suicide, baisse de la délinquance, baisse de troubles du comportement, baisse du nombre d'enfants maltraités, baisse du nombre d'enfants qui meurent de maltraitance. Donc on voit qu'il faut de la sensibilisation, et sans culpabilisation, il faut aider les parents à changer leur façon d'éduquer. Les vieilles méthodes, les méthodes du passé, elles sont plus d'actualité aujourd'hui, comme les méthodes, comme les violences faites aux femmes il y a 50 ans, 100 ans, n'ont plus d'actualité. Donc il n'est pas question de culpabiliser les parents, il est question de les accompagner et de les aider. On est dans le même bain. Et on peut expliquer aux parents ce qu'ils ne font pas avec un adulte. Vous avez jamais vu quelqu'un qui vous dit « Oh, j'étais excédé, j'ai frappé mon patron. Oh, j'ai frappé mon voisin. » Non. Donc c'est la même chose qu'il faut faire. Il faut que les parents sachent que leur force principale, c'est de ne pas l'utiliser et de se mettre à la place de l'enfant, car un enfant de 2 ans qui fait une crise dans un supermarché, et c'est vrai qu'ils sont très forts pour faire en sorte que nos enfants fassent des crises, on a fait un guide de survie en supermarché pour les parents avec Stop VO. Bon, et ben ça, on peut l'aider à comprendre qu'un enfant, il a une tempête émotionnelle et qu'il ne peut pas comprendre. Et que comme la marmite qui bout de lait, on ne met pas le couvercle dessus, on éteint le feu. Et ben c'est ça qu'il faut faire avec un enfant, se mettre à sa place, comprendre que ce qu'il a besoin, c'est pas d'avoir mal, c'est pas de souffrir, c'est pas de la crainte, c'est d'être entouré, d'être accueilli. Ce qu'on appelle la parentalité bienveillante. Jérôme Bascher. Oui, moi je suis très attentif à l'idée selon laquelle cette loi va prendre du temps. Il ne faut pas que les 85% de parents, et je peux dire que j'en suis, qui ont un jour donné une fessée, se sentent coupables et d'être les pires terroristes de la Terre, alors que pendant ce temps-là, ils ont l'impression que d'autres seraient laissés libres et qui seraient des vraies violences. On passerait à côté. Moi, c'est ça mon inquiétude. Il faudra effectivement que ce principe, il va prendre du temps, parce que on est tous issus de notre éducation, issus de 1804, et du Code civil. Mais de manière plus importante, il va falloir que les choses prennent du temps. Et il ne faudra pas faire de triomphalisme au moment où cette loi sera votée. Car si vous faites ça, vous vous écrasez tous ceux qui ont fait cela et vous les culpabilisez à tort. À tort. Mais en revanche, il est nécessaire d'expliquer, de faire... Mais ça n'arrêtera pas la violence, car il ne faut pas faire d'angélisme derrière tout cela. Pas d'angélisme. Est-ce que celui qui, sous l'emprise de la drogue, sous l'emprise de l'alcool, est ordinairement violent au volant et chez lui, parce qu'il est en manque, parce qu'il fait une crise de délirium sous des produits stupéfiants, est-ce que tout cela, et c'est cela la réalité de la violence ordinaire, de la vraie violence, pas celle des familles où tout va bien, c'est cela la réalité, et c'est cela que l'on rate un petit peu. Non mais personne d'entre nous qui avons porté cette loi ne pense que ça va résoudre toutes les questions de violence dans notre société. Ça, on n'a pas cette ambition qui serait un peu folle. Non, en revanche, ce qui me paraît assez clair, c'est qu'on donne à nos enfants des injonctions contradictoires. Parce qu'on élève nos enfants en leur interdisant
de se frapper d'autres enfants. Voilà, quand on vous appelle de l'école, votre fils s'est battu, il y a un problème. Donc on leur dit tu te bats pas, tu te bats pas. Et puis à la maison, justement pour le punir de cette battue, on va lui coller une fessée. Voilà. Donc l'enfant ne peut pas comprendre un truc pareil. Voilà. Moi je pense que quand même ça fait baisser la tension, physique. Et puis il y a quand même les coups, ça fait mal parce qu'entre de pousser un gamin en le poussant avec une tape sur les fesses, parce qu'avec les fessées, on rappelle, il y a les gifles, ça fait les mal. pincements, les bousculades, etc. Qui croit parmi nous que la douleur est pédagogique? C'est pas possible. Donc c'est pour ça que la loi est importante. Mais les violences psychologiques, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Bien sûr, c'est important parce que insulter un enfant, humilier un enfant, c'est une violence qui est aussi destructrice. Et celle-là, on la vise aussi dans la loi, même si, mais c'est comme pour les violences faites aux femmes, il y a aussi les violences psychologiques. On va pouvoir s'assurer que la loi est bien appliquée, puisqu'on n'est pas dans chaque foyer. Laurence Rossignol, est-ce que ça sera aux enfants peut-être d'en parler? 75% des maltraitances commencent par des châtiments corporels. 75% des maltraitances dans des familles commencent parce qu'on permet aux parents d'utiliser ces méthodes qui sont dangereuses pour la santé. Et deuxième chose, le lien violence et drogue, c'est pas la drogue qui rend violent, c'est parce qu'on a été victime de violence qu'on va être amené à un moment donné de combler ce manque. Et alors on a plein d'études. Quand vous voulez, une étude américaine de 13 000 patients. Mais moi je ne serai jamais dans l'angélisme, je serai toujours dans la réalité. C'est la réalité, 13 000 patients, et on fait le lien. Si on a été victime de violence dans son enfance, si on a été victime de violence conjugale... C'est un vieil angélisme qui a été révolu en 1968, mais c'est pas grave. Mais la consommation de drogue, c'est d'abord... Pardon Gilles. La consommation de drogue, la toxicomanie, c'est d'abord une violence contre soi-même. La première victime de la drogue, c'est le consommateur. Et pourquoi des gens s'infligent des violences contre eux-mêmes? Ça veut dire quel est leur rapport à la violence dans leur éducation. Mais on n'est pas angélique, nous, on croit pas que la loi de demain va supprimer la toxicomanie. On pense pas ça. On pense simplement que ça va réduire l'exposition des enfants à la violence. Est-ce qu'il y a un véritable enjeu de protection? Il y a un enjeu de protection de l'enfance. C'est les études suédoises 40 ans après. Alors, je le disais, comment on va faire pour s'assurer que cette loi est bien appliquée, puisqu'on n'est pas justement dans chaque famille? Est-ce que ça sera aux enfants, peut-être, par ces campagnes, d'en parler davantage? On pourrait imaginer d'avoir des campagnes gouvernementales. On les attend, ces campagnes gouvernementales. Hein. On attend réellement qu'il y ait des campagnes de sensibilisation. Pourquoi pas dans tous les packs de lait, comme ça a été fait en Suède, des messages de prévention? Pourquoi pas dans les cahiers d'écoliers? En tous les cas, ce débat, et on l'a vu avec la presse, et on le voit depuis des années, avance. Donc ça discute en famille, et ça permet de changer d'avis, et c'est vraiment important. Donc on va arriver à sensibiliser. Et puis il faut des lieux d'apprentissage des neurosciences, du développement de l'enfant, des connexions neuronales, de ce qui fait grandir l'enfant et de ce qui le fait régresser ou de ce qui le fait stagner. Et quand on aide les parents à ne pas utiliser les violences éducatives ordinaires, l'échec scolaire recule, les résultats scolaires s'améliorent. Donc on peut y arriver et on a plein d'exemples. On a 24 pays en Europe et on a des exemples qui sont... fantastique, éloquent. On mettra du temps et surtout, il n'est pas question de culpabiliser les parents. 90% des parents sont bienveillants, 10% ne le sont pas, mais ces 10% qui ne le sont pas, grâce à cette loi et à l'interdit strict, fera en sorte que la tolérance de la société ne cessera et qu'on pourra intervenir. On parle parfois de ce concept d'enfant roi. Est-ce que ça peut aussi l'encourager, Laurence Rossignol? Il n'y a plus aucun... Moi, je suis très perplexe sur cette histoire d'enfant roi. Enfin, c'est des concepts, effectivement, qui ont été élaborés. Moi, j'ai plus vu d'enfants en souffrance que d'enfants rois. Et je pense que l'enfant roi est un enfant en souffrance, par ailleurs. L'enfant qui vit dans une famille dans laquelle il n'y a pas de cadre, pas de limite, pas de règles, c'est un enfant qui ne peut pas se construire. Donc c'est aussi un enfant en souffrance. Et on peut être enfant roi et enfant battu. Les deux ne sont pas contradictoires. En plus. Donc on peut énoncer des règles de vie, éduquer son enfant, justement, sans passer à ces gestes. Oui. Je veux dire juste un mot sur comment on va populariser la loi. Je crois beaucoup aux droits de l'enfant et je crois à la nécessité de faire connaître par les enfants leurs propres droits. Ça c'est très important. Et on le voit si on prend quelque chose qui est consensuel, qui est les violences sexuelles commises sur les enfants. Un enfant, il pense que que la règle du monde, c'est la règle de la maison. Puisque ce sont les parents qui disent la loi, ils pensent que la loi de la famille, c'est la loi globale. Donc c'est un long chemin dans sa tête pour qu'il comprenne que ce qu'il subit à la maison est illicite, est interdit. Donc dire aux enfants, vous savez, maintenant vous êtes protégés, les adultes n'ont pas le droit de vous frapper, même vos parents. C'est important pour que les enfants puissent eux-mêmes mettre des mots
sur ce qu'ils subissent et ce qu'ils vivent. Et c'est comme toujours quand toutes ces affaires de société où on se dit toujours mais elle va où la limite. C'est comme quand on a les discussions sur le harcèlement sexuel, quand on me dit ah mais on peut plus draguer, disent les hommes, on connaît pas la limite. Je dis vous inquiétez pas, vous allez très bien la trouver parce que vous la connaissez. Un enfant, il fera la différence entre être victime, être battu, et puis avoir un jour un parent qui s'agace et qui l'attrape par un bras et qui le dépose un peu plus loin en disant maintenant ça suffit. Voilà, ça existe. Et voilà. Et l'enfant, il fera la différence. C'est pas un enfant. En fait, un enfant battu, c'est un enfant qui vit dans la peur. La peur, tout le temps. La peur de la violence, la peur des coups, la peur de ce qui va déclencher. Les enfants qui vivent dans la peur, ils savent qu'ils vivent dans la peur. On rappelle un numéro de téléphone, c'est le 119, Allô Enfance en danger. Dans la loi, il y a aussi ces dispositions. Le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport justement qui présente cet état des lieux là, sur les violences éducatives en France. Ça va permettre justement de pouvoir vérifier si la loi est bien appliquée. Jérôme Bascher, je vous sens dubitatif. Oui, j'ai beaucoup de doutes. Étant au départ statisticien, j'ai énormément de doutes sur ce genre de rapport. Voilà, on pourra évoquer des cas types, mais tout au plus. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ce à quoi je crois, c'est effectivement l'éducation par les enfants. C'est extrêmement important. Tout le monde se souvient qu'il a eu à l'école, à un moment, une formation contre le tabac. Et ça marque quand vous êtes gamin. Et quand vous revenez à la maison, si vos parents fument, j'ai la chance d'avoir des parents non-fumeurs, vous dites, c'est pas bien de fumer. Et donc, il y a simplement, il y a aussi ce qui se passe à l'école. Et à l'école, les enfants sont aujourd'hui soumis à des violences entre eux, parfois de plus en plus importantes, et notamment dans ce que je ne devais pas appeler les territoires perdus de la République, mais dans des endroits où c'est plus difficile. Ils ont la violence à l'école, hélas, juste à la sortie de l'école et à la maison. Et il y a là un vrai problème à régler. Et ce n'est pas en créant juste des bulles de cellules familiales magnifiques qu'on réglera ces problèmes de ces enfants qui seront, eux, les plus perturbés et ceux pour lesquels ça posera le plus de problèmes à la société. Qui vient de nous rejoindre à l'instant. On parle de ces nouveaux concepts de parentalité bienveillante. On le disait justement avec cette fessée et puis tous les autres châtiments corporels qui vont bientôt être interdits dans la loi française après le vote ce soir du Sénat. C'est possible d'éduquer ces enfants, nos enfants justement, sans ces violences ? Bien sûr, c'est possible. Je pense que ce qui peut aider à le faire, c'est déjà que les parents prennent conscience qu'il y a plein d'autres outils éducatifs que la fessée. J'aime bien rappeler qu'il y a 150 ans, nous utilisions sans doute des pigeons voyageurs pour communiquer. Aujourd'hui, nous avons des téléphones portables extrêmement performants. Eh bien, il existe aujourd'hui des outils éducatif bien plus performant que la fessée, qui a montré son caractère délétère, c'est-à-dire nocif pour les enfants et pour les parents. Vous parliez de la violence, mais je crois qu'une éducation par la violence contribue à faire une société violente par essence et inefficace parce qu'effectivement, elle n'est pas éducative. Éduquer, c'est apprendre à faire le choix entre un bon comportement ou un comportement qui n'est pas adapté. Alors, comment mettre des limites ? Vous parliez d'outils pédagogiques. Il se trouve que je n'ai trouvé que ce livre, mais il y a plein de livres qui donnent plein d'outils aux parents pour leur dire, effectivement, il n'y a pas de bons ou de mauvais parents, il y a des parents qui ont besoin d'être accompagnés dans leur parentalité. Et on n'est pas parent, on ne naît pas parent, on le devient avec la naissance de nos enfants ou leur adoption, peu importe, et en grandissant avec eux. Je vous entendais effectivement parler de ces enfants qui rencontrent probablement des difficultés, mais je crois que les parents aussi rencontrent des difficultés. Et ils ont besoin d'être rassurés sur le fait que... Il y a le sujet de la démission des parents qu'on ne règle pas avec ce genre de sujet. C'est important de rassurer les parents en leur disant on vous retire pas un outil pédagogique, on vous permet de comprendre que cet outil n'est pas éducatif et on vous propose d'autres outils. Parce qu'effectivement, il y a des cafés de parents, il y a des livres, il y a des échanges entre parents qui se font. Et je crois que c'est finalement une bonne chose que la loi ne soit pas passée tout de suite. D'abord parce que dans sa première version... La société n'était pas prête, c'est ce que vous dites ? Elle n'était pas prête. C'est ça pour me remonter le moral. Exactement, pour vous remonter le moral. Mais surtout, ça a permis qu'il y ait du débat. Ça a permis que des parents qui disaient « Non, la fessée, on y a droit », se disent « Ah, finalement, peut-être qu'on peut y réfléchir ». Je suis assez content d'ailleurs d'avoir été associé à la conception de cette loi, parce qu'au début, je n'y étais pas non plus favorable, parce qu'un des arguments, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on vient s'ingérer dans la vie familiale ? Exactement, on en a parlé de ces arguments. Sauf que justement, j'aimerais quand même rappeler qu'aujourd'hui, j'ose espérer que ça ne choque personne et que personne ne veut remettre en question la loi qui protège les femmes battues et, je dirais même d'une façon générale, les conjoints ou les compagnes victimes de leurs compagnons ou de leurs conjointes. Alors, comment comprendre que ce qui choque pour un adulte
Eh ben, bien, ça ne dérange la pas loi pour un va enfant changer qui est plus puisque fragile. justement il y aura ce Voilà. vote cet après-midi Tout à fait. au Sénat. On n'a plus beaucoup de temps, je suis désolée. Et on rappelle que ça va permettre aussi à la France d'être en conformité avec des traités internationaux. Laurence Rossignol. Merci à tous les quatre d'être venus en parler sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, vous retrouvez Rebecca Fitoussi pour son émission On va plus loin. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à demain 6h30.